Comment ça va, Joyce? En attendant, on peut en profiter. Alors, tac, donc ça c'est bon. Donc, si vous avez vu le message dans la partie auto-promo du Slack, mais non, c'est pas un t-shirt M&M's, tu ne reconnais pas ce t-shirt? Attends, bon, je vais pas l'enlever non plus, mais c'est le t-shirt Make versus Zapier. C'est le meilleur t-shirt, il est incroyable. C'est le t-shirt de The Toolbox qui a été filé pendant le No Code Summit. J'ai bien bataillé pour l'avoir d'ailleurs, hein. Merci The Toolbox pour ce petit t-shirt qui est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Donc, pour reprendre, ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler un petit peu de jointure, hein, ce que c'est qu'une jointure, pourquoi on fait des jointures, de ce qu'on appelle les add-ons dans Xano. C'est un peu lié à la partie jointure, mais ça, vous allez le voir. Et puis, ben, écoutez, on va papoter autour des bases de données, essayer de monter tous ensemble, de monter en gamme, hein, tous ensemble, au travers de ces lives, si possible. Autant que faire se peut, j'essaye de répondre à vos questions et puis de voir des sujets intéressants. Comme vous le savez, je divague très régulièrement. Donc, s'il y a un sujet un peu cool qui arrive en plein milieu, eh ben, on n'hésitera pas à s'engouffrer dans la brèche. Salut Jérôme. Toc. Trop bien, j'y connais rien aux jointures. Eh bien, écoute, Joyce, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ben, on peut peut-être commencer par expliquer un peu ce qu'est une jointure. Euh, En plus, je suis hyper bien préparé comme d'habitude. Une jointure, qu'est-ce que c'est? Euh, J'ai essayé de trouver une analogie un peu sympa. Mais une jointure, c'est comme si tu devais assembler un peu les pièces d'un puzzle. Enfin, que tu avais les pièces de deux puzzles séparés et que ces deux puzzles, quand tu les rassembles, bah, ça fait en fait un puzzle entier. Bah, les jointures, c'est ça, c'est qu'en fait, tu as des données qui sont dans une table de ta base, tu as des données qui sont dans une autre table de ta base, et pour pouvoir reconstituer la data dont tu as besoin, alors tu as besoin de rassembler ces les données de la table A et les données de la table B pour en faire une donnée C. Donc les jointures, c'est ce qui va nous permettre de lier les tables, pardon, de données entre elles. Mais ça, on va voir, on va voir un petit peu comment on peut s'en sortir. Ça va être un peu intéressant. Donc je ne sais pas si vous aviez suivi Joyce et Jérôme les deux derniers lives. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai réussi à exporter les lives. Je les ai mis pour le moment sur un drive en attendant de les mettre sur YouTube. J'ai plus de place sur mon disque dur, donc va falloir que je fasse de la place pour pouvoir les remettre et ensuite les transférer sur YouTube pour qu'ils puissent être vus. Donc les dernières fois, qu'est-ce qu'on a vu? On commence à avoir fait, c'est notre quatrième live. Incroyable, j'espère que je ne me suis pas trompé d'ailleurs, ouais, 4. J'ai mis numéro 4. J'ai fait le replay hier soir pour suivre. Trop bien, trop bien, trop bien. Salut Pierre, salut, salut. Enfin, on a presque passé la journée ensemble. Ça fait un peu bizarre de dire ça parce que je t'ai vu ce midi, je te revois maintenant. Je crois que je t'ai vu de ce midi à cet après-midi carrément, hein. Vous avez fait un live super long. Et là, on se recroise. S'il y a Olivier qui passe, je crois que Olivier, je l'ai vu ce matin à 7h sur un live, 7 ou 8h, je sais plus. Et je l'ai vu toute la journée en fait sur Twitch. Il m'a accompagné un petit peu dans mon boulot. C'était assez sympa. Donc, je vais faire un micro-résumé de ce qu'on a fait dans les derniers lives. Donc, on a parlé de normalisation des bases de données. Hein, on est allé même dans des points pardon, un peu techniques, hein, ce qu'on appelle les formes normales dans la gestion des bases de données. Mais tout ça, je vous le mettrai en replay pour que ce soit plus clair pour tout le monde.
J'hésite même, je me demande si c'est pertinent de faire un petit post LinkedIn, hem, pour parler de ce sujet, puisque c'est quand même super, super intéressant et ça peut en aider plus d'un. Ça peut en aider plus d'un de revoir un peu ses bases ou de les apprendre, hein, pour ceux qui ne les connaissent pas. Dans le live numéro 2, qu'est-ce qu'on a fait déjà? Ah oui, on a terminé notre première partie sur les formes normales. Donc première forme normale, deuxième forme normale, troisième forme normale. Ça fait un peu, cours de maths, hein, mais vous en faites pas. C'est pas très difficile à comprendre une fois qu'on a vu, que vous aurez vu le replay. Dans le deuxième live, j'arrive plus à me souvenir. Dans le troisième live, j'ai bien galéré parce que je me suis retrouvé confronté à un bug un peu intéressant sur Xeno. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris en fait la méthodo, de Xano pour pouvoir intégrer des fichiers assez conséquents dans une base de données et donc on a vu qu'avec la méthodologie de Xano pour intégrer un fichier de, 1000 lignes, hein, c'est ce qu'on a fait avec la table article et la table client que vous voyez là. Donc on a intégré des fichiers d'à peu près 1000 lignes et avec la méthode de Xano, on prenait un peu moins de 7 secondes. Et avec la méthode que je propose, on mettait à peu près, je sais plus, 0,23 millisecondes. Donc la preuve était en image, ce n'est pas des mensonges. Ce n'est pas des mensonges, tout le monde a pu voir, enfin tout le monde, en tout cas de ceux qui étaient là. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Donc j'ai pu vous montrer quelques petits tips sur l'ajout de data en masse. Donc ça, c'est plutôt cool. Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on commence à aller voir un peu comment on fait des jointures. Alors, donc j'ai ma base, pardon, avec 4 tables. Donc une table qui possède des clients, des articles, des catégories, des ventes. Et ce que je voudrais là, c'est potentiellement pouvoir, on va évidemment, on reste dans le back, hein, on va pas faire de front. On va pas faire de front, mais j'aimerais bien pouvoir remonter la liste, en fait, le nom des catégories dans lesquelles sont chacun de mes articles. Alors, les datas ne sont pas forcément très pertinentes, hein. Ce sont des données de démo, hein, donc vous allez trouver des robes dans un peu n'importe quoi, des jeans liés à un peu n'importe quoi. C'était juste pour faire les. Ouais, 0,23, 0,23, Pierre. Enfin, 0,23 secondes, donc 23 ms, en effet. Du coup. Euh, donc, ce qu'on va vouloir faire, allez hop, on commence. Alors, ça, je ne vous l'ai pas forcément montré. Enfin, si j'avais peut-être montré tout au début sur le premier live. Quand on a une table dans Xano, pour pouvoir voir à quoi cette table est liée, on a un petit onglet qui s'appelle Reference By, qui nous permet de voir quels sont les API qui utilisent des données de la base de la table en question. Donc là, ma table article, je sais qu'elle est utilisée dans ces différentes API, hein, qui sont dans différents groupes. D'ailleurs, hein, les groupes sont les dossiers dans lesquels on va ranger, alors, 230 ms. Ouais, oui, bon, ouais. Écoute, je suis très mauvais en conversion. Je suis très mauvais en maths. Malgré tout, j'arrive à faire mieux que Xano. Alors, on ne se moque pas. C'est interdit. Alors, hop. Donc là, je vais aller choisir article. Peu importe, hein, on s'en fiche un peu de casser un peu la base. L'objectif, là, c'est de me dire, quand je remonte là la liste de mes articles, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai son ID, la date de création, le nom de l'article, son prix, l'identifiant de sa catégorie. Alors ça, la colonne privée 2, c'était un petit test qu'on avait fait la dernière fois. Je vais finir par l'enlever, cette colonne, parce que à chaque fois, je suis obligé d'essayer de me rappeler à quoi elle servait. C'était juste pour faire un petit test. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est en plus du numéro là de ma catégorie, j'aimerais avoir eh bien, le nom qui s'affiche aussi. Donc, c'est pas très compliqué aujourd'hui dans Xano de faire ça. On a ce qu'on appelle des add-ons. Donc, des add-ons, c'est un peu la même chose que des jointures. Donc, les jointures, hein, comme on le disait, c'est j'ai 2 puzzles. En rassemblant mes 2 puzzles, j'arrive à faire un puzzle complet. Bien, là, c'est un peu la même chose.
Donc, dans les données de sortie de mon API, hein, dans les outputs, je vais pouvoir aller customiser ma réponse et pas du tout, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais en fait, je voulais customiser ma réponse parce que je ne veux plus voir l'ID. Donc je peux sélectionner, hein, ce qui va remonter, quand je vais faire ma requête. Je ne veux plus voir l'ID, je veux plus voir la date de création parce que je m'en fiche et le prix, V2, je m'en fiche aussi parce que c'est pas très, très utile. Alors sur Xano, il faut bien penser tout le temps. Ouais, exactement, ce sont des lookups pour ceux qui sont plutôt, Airtable ou même, Excel. On peut faire des lookups aussi sur Excel. Donc là, j'ai sauvegardé et quand je relance ma requête, évidemment, ben, les champs dont je n'ai pas besoin n'apparaissent plus. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à ma base, je veux aller chercher, en fait, les catégories, qui sont liées à un article. Alors, j'ai différentes possibilités pour pouvoir faire remonter mes données. J'ai la partie alors, ce qui est pertinent, en vrai, aujourd'hui, en tout cas dans mes différents cas d'usage, c'est les 3 premiers. Le single item, le list item et le item count. Pourquoi? Parce que, les 2 autres, bon, moi ça me je les utilise pas, très, très peu, jamais en fait, d'ailleurs, mais ça pourrait être intéressant, je pense, dans des cas très, très spécifiques. Mais ça, le single item, ben, ça va vous permettre de remonter un élément et là, ça tombe bien parce que moi, je n'ai besoin que d'un élément. Vous avez le list of items si jamais, ben, par exemple, vous pouviez avoir plusieurs catégories pour un seul, et même article. Et l'item count qui est bien évidemment, ben, un petit, compteur pour les éléments qui seront liés à mon article. Donc moi, ce que je veux, c'est le single item. Et vous voyez tout seul, il va me dire que, le champ sur lequel il va se baser pour pouvoir lier les 2 tables, c'est le champ catégorie.id. Donc je vais l'appeler catégorie, ça on s'en fiche. Hop, create an add-on et je peux le personnaliser. Je suis pas obligé de remonter toutes les infos. Moi, là, ce que je veux dans le cadre de ce test, c'est juste avoir en plus le nom de ma catégorie. Donc je vais sauvegarder, hein, comme je disais, très important de tout le temps sauvegarder. Et hop, je vais relancer ma requête. Et là, vous pouvez voir que maintenant, j'ai accès au nom de ma catégorie. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que, je sais pas, imaginez que que vous soyez sur un cas client dans lequel vous avez, je sais pas, différentes, classes. Vous êtes dans une école de formation, dans une c'est ça, un centre de formation et vous avez différentes classes qui ont des élèves et bien, vous pourriez dire: «Bah, je vais aller récupérer, ben, tous les élèves d'une classe» et ça, il pourra vous remonter dans un petit objet comme celui-ci, hein, le nom des différents élèves qu'il y a dans une classe. Ou l'inverse, vous pourriez dire pour chaque élève, quelle est la classe à laquelle il appartient. Et pareil, là, vous pourriez avoir ben, un élément qui serait la classe de l'élève en question. Alors, Joyce, c'est clair, la moitié du temps que je perds dans Xano dans le web, c'est un oubli de sauvegarde. Ah, voilà, c'est assez affreux. Ça fait perdre des fois énormément de temps parce on a fait plein de choses. Ça m'est arrivé un nombre de fois assez incalculable de faire des choses un peu compliquées justement dans une fonction, dans une table, dans une requête comme celle-ci, et puis de cliquer à côté, hein, tout bêtement, de cliquer sur un autre élément, ensuite de me dire merde, j'ai pas sauvegardé. Et ça, bah, ça peut être une demi-heure de travail à reproduire, où il faut reprendre la logique, surtout quand on a fait un truc qui est parfois un peu complexe. Voilà, c'est du temps perdu inutilement et ça fait très mal au cœur. Donc là, j'ai tous mes éléments, donc j'ai mes hop, 1000 articles avec toutes leurs catégories. Maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est me dire, j'aimerais en fait récupérer que les articles qui sont des jeans, par exemple. Alors, qui ont pour catégorie jeans. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller regarder c'est quoi l'ID de ma catégorie jeans, parce que je ne connais pas. C'est le numéro 2. Et donc, je vais pouvoir lui dire, en fait, j'ai plusieurs méthodes pour faire ça, mais la méthode la plus efficace quand on est dans une base de données, c'est de faire un join.
la plus efficace, la plus performante, évidemment. Donc, je vais lui dire, alors attendez, hop, je reprends du début. Donc, on a la custom query qui nous permet de faire en fait des filtres, on va dire, sur les données de la table qui est en cours, grosso modo, hein, de la table que vous avez ouverte. Donc là, j'ai accès à la table article, parce que la table sur laquelle je vais faire ma requête, ici, vous le voyez derrière, c'est la table article. Donc j'ai accès à tous les champs de la table article, et donc je peux requêter dessus. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, je peux faire plus que ça, et je peux dire, je vais aller récupérer ce qui se trouve dans la table catégorie. Donc on a différents types de jointures. En fait, on a, alors il y a 5 types, 6 types, je ne sais plus, de jointures, mais il y en a vraiment, pareil, il y en a vraiment 3, moi, que j'utilise beaucoup, enfin, 2, en tout cas dans Xano. À l'époque où je faisais beaucoup de dev, j'en utilisais plutôt 3, mais là, ça va être que les deux, là, inner et left. Le right join, je l'utilise très peu. En fait, le inner, c'est quoi? C'est qu'il va aller récupérer toutes les informations qui sont vraiment liées aux deux tables. C'est-à-dire qu'il va me remonter tous les éléments qui sont compris dans la table article et qui ont une catégorie qui leur est liée. Si jamais il n'y a pas de catégorie, bah, l'article n'apparaîtra pas. Hein, si j'ai un article que je viens de créer, par exemple, et que je ne l'ai pas lié à une catégorie, si je choisis Inner Join, ça va de fait m'exclure ces articles. On pourra faire le test à l'heure si vous voulez. Alors que si je fais le left, ça va être l'effet cumulé. Je vais avoir tout ce qui est présent dans ma table article et aussi ceux qui sont liés aux catégories. La jointure sur le côté droit, ça, je ne vais pas forcément l'expliquer parce que ça n'a pas vraiment de grand intérêt ici. Donc, comment on fait pour faire la jointure? Donc, je vais lui dire que je vais dans ma table article et que je vais aller lier l'identifiant avec l'identifiant de la catégorie. Je vais lier mes deux tables. Donc là, vous voyez, maintenant, j'ai accès ici, là, à DB catégorie. Et je vais lui dire que comment je fais le lien entre mes deux tables? Je fais ce lien avec l'identifiant de catégorie. Donc, va chercher toutes les données qui sont présentes à la fois dans article, la catégorie ID, et dans la table catégorie. Donc, là, vous allez me dire, c'est tout bête. En fait, mince, j'ai gardé le left. Je vais faire un inner. Bon, peu importe, en fait, parce que là, dans notre cas, ça va être pareil. Toc. Donc là, j'ai remonté mes datas, j'en ai 1000, mais forcément, c'est sûr que j'allais en avoir 1000, puisque de toute façon, les datas sont... euh, tous mes articles ont une catégorie. Donc, là, ça n'a rien changé, a priori, pour le moment, ça n'a rien changé, sauf que maintenant, il s'est passé plusieurs choses. Alors, déjà, je reviens en arrière, dans ma custom query, maintenant, j'ai accès à ma table catégorie. C'est-à-dire que maintenant, je peux faire des filtres et sur la table des articles et sur la table des catégories. Donc là, je pourrais lui dire, typiquement, je veux que l'identifiant de ma catégorie, ce soit l'identifiant numéro 2. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il m'a remonté que les articles qui sont qui ont pour catégorie ID le 2. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et c'est vraiment un critère assez fort de scalabilité quand on est dans Xano, parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui vont faire des choses un peu différentes. Donc, on peut se retrouver soit avec des personnes qui vont faire des boucles dans leurs fonctions. Ici, ils vont rajouter, en fait, soit... Alors, l'exemple le plus commun, c'est plutôt d'avoir, je vais essayer de le faire là, de dire, toc, je vais ajouter mes catégories, je vais faire un filtre et je veux que les catégories dont l'ID est égal à 2. Toc. Alors là, je vais juste enlever mon filtre pour que vous puissiez voir que ça revient à peu près au même en termes de résultats, évidemment. Hop.
Voilà, donc j'ai ma catégorie, mes articles. Et donc là, ce qu'il serait possible de faire, c'est de dire, attendez, je vais le dupliquer. Toc, je vais masquer, comme ça je vais enlever tous les liens. Hop. Mince, j'ai enlevé dans le mauvais. C'est pas raté, je vais y arriver. On va cliquer au bon endroit, c'est possible. Voilà, toi, hop, et toi, hop. Donc là, il n'y a plus aucun lien avec mes catégories, mais je vais pouvoir lui dire ici, maintenant, va chercher tous les articles dont la catégorie fait partie de toc. Alors, va catégorie 1. Ça devrait être quelque chose comme ça. Toc. Et toc. Et donc là, on arrive au même résultat. Ça me rappelle un schéma avec des cercles inclus et exclus à l'école. C'est exactement ça. C'est exactement ça, Jérôme. C'est exactement ces petites rosaces, ces petites rosaces à l'école qu'on nous faisait faire pour nous dire, ben là, il y a l'intersection et tout ce qui est soit autour, soit à côté. C'est exactement ce que tu pourrais voir. D'ailleurs, on peut peut-être le mettre en image. On peut trouver ça, jointure visuelle. Toc. Alors, hop, j'essaie de vous mettre ça là. Hop. Voilà. Donc là, on a les différentes jointures. Mais très concrètement, la plupart du temps, on va utiliser cette jointure-là, celle-ci, celle-ci ou celle-là. Voilà. Les autres, c'est quand même plus particulier. C'est quand même plus particulier. Principe d'inclusion-exclusion. Exactement, exactement, Jérôme. Tout à fait. Hop, j'affiche ton commentaire. Donc, vous avez vu qu'avec cette méthode, on a fait la même chose. Là, a priori, ce qu'on vient de faire là, ça n'a pas d'impact. Alors, en effet, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de données. Hein, on a exactement 1003 données qui sont communes aux deux tables. Donc, tant qu'on est à un niveau de données aussi faible, en fait, l'impact, il est extrêmement minime. Mais quand vous allez commencer à avoir des bases de données qui ont 10 000, enfin 100 000, 200 000, 500 000, 1 million de données, ça peut commencer à chaque opération peut commencer à être relativement longue. Donc cette partie-là, en fait, vous faites deux requêtes en base de données. Donc deux requêtes, bah, c'est forcément deux appels qui sont assez consommateurs, entre guillemets, en énergie. Alors que quand vous faites une jointure, alors oui, il y a peut-être deux appels, mais ces deux appels, ils sont optimisés. Donc, vous allez gagner quelques millisecondes, quelques secondes potentiellement, hein, si vous avez des volumes de données assez colossaux ou conséquents. Donc ça, c'est assez important. Et il y a l'autre méthode, là, je ne vais pas la faire là, qui consisterait à filtrer chaque donnée avec une boucle en disant que je vais mettre ces données dans une variable. À chaque itération, je vais vérifier si la donnée elle est de la bonne catégorie et je pousse ça dans un tableau, dans un array. Bon, ça, c'est évidemment la pire technique. Avec si peu de données, je pense qu'on pourrait même arriver pour le moment à peu près au même type à peu près au même temps. Je pense qu'avec nos data, là, nos 1003 data, on ne va pas dépasser énormément ce temps, mais plus vous allez avoir de données, plus ça va être conséquent sur votre base de données. Donc, c'est totalement à proscrire. Si vous voulez filtrer des données d'après deux tables, il faut faire des jointures. Toc. Donc, je vais remettre ma table avec les jointures qui vont bien. Hop. Hop. En plus, comme vous le voyez, hein, on n'a qu'une seule instruction pour faire les deux
pour faire les 2 requêtes. Donc c'est carrément plus petit. Alors, on a un autre truc qui est possible. Je ne sais pas si c'est très commun, mais les add-ons, donc mince, là, tout à l'heure, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté un add-on, mais là, c'est un add-on, on va dire un peu, comment dire? Un peu simple. On peut avoir des add-ons plus compliqués. Je vais m'expliquer évidemment. Alors, comment on gère un add-on plus compliqué? On a la possibilité, hop, dans la partie librairie de Xano, de gérer les add-ons. Donc on peut créer en fait à la main, on peut créer nos propres add-ons à la main. Donc disons que, je ne sais pas, je veux des catégories. Mince, je vais pas donner de nom. Je savais même pas qu'on pouvait renseigner un truc sans nom. C'est marrant. Je pense que c'est un bug. Catégorie, je viens de découvrir un bug. Catégorie, on va dire V2. Et en fait, je pourrais dire que là, je vais rajouter un petit peu d'intelligence dans cet add-on et je pourrais commencer à faire des filtres. Je pourrais faire des choses un peu plus compliquées à l'intérieur même de cet add-on qui va lui-même être utilisé dans ma fonction de l'autre côté. Donc ça ouvre tout un tas de possibilités en fait, hein, de complexifier les différents appels pour avoir la data dont vous avez besoin. Donc là, je vais pas aller plus loin, sauf si vous avez un cas d'usage et vous voulez qu'on essaye de le creuser, pour ceux qui utiliseraient Xano potentiellement. Mais en tout cas, sachez qu'on peut ajouter de la complexité. Par contre, dans un add-on, on ne peut pas ajouter plus qu'une fonction. Donc, c'est-à-dire l'add-on, c'est vraiment une query, hein, une requête, une et unique requête. Par contre, on peut lui ajouter des inputs. Ça, c'est possible. Donc, je pourrais ajouter en paramètre des choses complémentaires. Donc ça peut être utile. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Toc. Je retourne ici. Je vais retourner dans mes articles. Donc là, on a fait une première request, donc ça s'est plutôt bien passé. Ce qu'on peut faire aussi, là, j'ai un retour. Je vais vous le remontrer. J'ai un retour et je me dis, il y a peut-être des éléments qui sont en doublon à l'intérieur de ces 323 éléments. Comment je peux être sûr qu'il n'y a pas de doublon? Donc il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Enfin, il y en a une qui est plutôt intéressante. En tout cas, c'est celle que moi j'utilise. C'est la gestion des données de l'unicité. Alors, je vous montre ça. Hop. Je vais dire que je vais modifier ce qu'il y a dans mon article et je vais lui appliquer un filtre pour qu'il ne me remonte que les données qui sont uniques. Je vais lui dire, alors je vais volontairement pas aller jusqu'au bout, mais je vais lui dire en fait, je veux que le nom d'article soit tout le temps unique. Donc, hop, dire que le champ que je veux rendre unique, c'est le nom de l'article. Et là, voilà, il m'a fait un filtre et vous voyez qu'il m'a retiré des datas. J'en avais 323. Donc là, maintenant, je sais que j'en avais quelques-uns qui étaient. Alors, 323, 23. J'en avais quelques-uns qui étaient en doublon. Voilà. J'en savais rien, hein, je ne connais pas les datas, c'est vraiment des datas au hasard, au pif. Et ben voilà, maintenant je sais qu'il y avait des doublons dans cette base de données. Et ça, une, en une instruction, on a retiré les doublons. Et on n'a pas perdu de temps, en fait, hein, sur le déroulement de notre requête. Donc elle est toujours à 0,07 secondes. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On peut ajouter des choses. Donc, on peut ajouter des choses au retour. Donc là, j'ai dans mon retour, j'ai le nom de l'article, j'ai son prix, sa catégorie. Et moi, ce que je voudrais, parce que j'en ai besoin dans mon rendu visuel et j'ai pas envie de le faire dans mon front, je pourrais dire, en fait, je peux utiliser eval et cette partie eval va me permettre de rajouter en fait des champs dans mon retour. Alors, typiquement, moi, ce que je voudrais faire, c'est dire, je vais concaténer le nom de mon article. Voilà,
le nom de mon article as price and name. Voilà, je vais concaténer le prix et le nom. Enfin, le nom et le prix. C'est pas grave, je l'ai mis à l'envers. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais concaténer tout ça. Alors, pour concaténer dans Xano, c'est un peu des fois casse-pied. Et vous êtes obligé de le faire pas à pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, je veux concaténer. Donc, je vais rajouter un espace, un tiret, un espace. Il y a peut-être une méthode plus propre de le faire, mais je ne vous cache pas que je me casse pas trop la tête à faire ça à chaque fois. Donc, moi, je mets juste des espaces de manière un peu brutale. Voilà. Et je vais aller chercher le prix. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais. Donc, je refais un concat. Et je vais dire que je veux le prix de l'article. Voilà. Donc, j'ai article nom. Après l'article nom, j'ajoute mon tiret. Et après le tiret, j'ajoute le prix de l'article. Donc, ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça, c'est un... Mince, j'ai fait une connerie. Ah oui. J'ai fait une petite bêtise. Ça va être... Mince. Toc. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. Est-ce que lui... alors attendez, je veux juste vérifier que je ne dise pas de conneries. Je vais juste faire un petit test là. Ok, non, il n'a pas juste pas aimé que j'ajoute, que je concatène des éléments de type différents. C'est un champ tout simple, hein. Ça permet vraiment de faire des choses très basiques, mais ça vous permet ça vous évite parfois d'aller faire des choses un petit peu compliquées, d'aller faire justement des boucles pour rajouter des petites choses alors que vous voulez juste concaténer deux éléments. C'est assez pratique de gérer ça dans cette partie-là. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais concaténer le nom de mon article et le nom de la catégorie pour éviter de l'avoir en deux fois. Parce que peut-être j'ai besoin, dans mon front, d'avoir un champ unique dans lequel je vais avoir le nom de l'article et sa catégorie. Alors, je reprends du coup. Donc, je ne sais plus ce que j'ai fait. Là, je vais customiser ma réponse et je vais lui dire maintenant ce que j'ai mis là comme nom. Hop, je vais revenir en arrière. Ce que j'ai mis dans le nom de mon eval, donc price and name, il est maintenant disponible. Hop, il est disponible dans la partie customisation. Donc je vais cliquer dessus. Toc, je l'affiche. Et maintenant, hop, j'ai un nouveau champ qui est Sport Implement, je sais pas, Jean, pardon. C'est le nom de la catégorie. Et ça, c'est très intéressant, encore une fois, parce que très souvent, on a besoin de concaténer des petits éléments où on se dit, ah mince, en fait, pour mon front, j'aimerais bien juste mettre ces deux éléments l'un avec l'autre. Et bien voilà, ici, vous allez pouvoir faire ça de manière assez simple. Évidemment, tout à l'heure, j'ai essayé de le faire avec des éléments qui ne sont pas les mêmes. Comme je vous le disais, la partie eval, c'est une partie donc assez simpliste. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez voir, des choses qui vous intéressent un peu sur Xano et pour lesquelles vous n'avez pas forcément de cas d'usage? On pourrait aussi les traiter ici. Toc. Alors moi, j'ai un bug. Est-ce que sur Twitch, vous arrivez à tout voir correctement? Parce que moi, j'ai un bug quand je lance Twitch de mon côté sur mon PC. J'ai un énorme bug, ça ne marche pas du tout. Ok, bon, nickel. Alors, Joyce, moi j'ai du mal à comprendre les join left et right. Ok. Alors, pour expliquer ça, en fait, je pense que euh, imagine que tu as deux types d'animaux. C'est un peu bête comme analogie, mais bon, je pense que ça peut faire le job. Tu as deux types d'animaux. Tu as des girafes d'un côté et des rhinocéros de l'autre. Rien à voir, évidemment. Si tu te dis, alors je sais pas quelle main est la gauche, quelle main est la droite pour toi, mais disons que celle-là c'est ma main gauche et celle-là c'est ma main droite. Euh, si tous tes animaux en fait sont dans deux tables différentes et tu dis, bah moi j'ai lié mes deux tables les unes aux autres parce que voilà j'ai un besoin de les lier, donc j'ai mes girafes et mes rhinocéros qui sont liés dans la même table. Si tu ne veux finalement dire,
bah, en fait, mes 2 tables sont liées, mais je ne veux afficher que mes girafes. Donc tu vas faire un left, si tu fais pardon, si tu veux afficher toutes tes girafes et tes rhinocéros, bah, tu vas faire un left. Si tu fais un left, en fait, tu vas afficher les girafes et les rhinocéros en plus, les 2. Si tu fais un right, tu vas faire un peu la même chose, sauf que c'est l'inverse. Tu vas afficher tes rhinocéros, mais aussi, et les girafes qui sont aussi liées, en fait, aux rhinocéros. Peut-être qu'ils sont dans le même enclos, par exemple. Hem, Si par contre, tu fais un inner, ça veut dire que hem, tu vas prendre, si ta table principale, c'est ta table girafe, et ben, tu vas aller chercher tous les rhinocéros qui sont dans l'enclos des girafes, et donc là, ça va te remonter ces animaux-là. Si tu fais, de l'autre côté, ben, si ta table principale, c'est les rhinocéros et que tu fais un inner, eh bien, tu vas aller récupérer toutes les girafes qui sont dans un enclos où il y a un rhinocéros. Ouais, c'est ça. Sauf que ton retour, en fait, de girafe, il peut être vide. Tu peux ne pas avoir de girafe. Mais au en vrai, c'est vraiment un sens que j'utilise très peu, parce que du coup, autant faire un left join ou un inner, en partant de la bonne table au départ. Tu vois? Si tu veux, afficher tes rhinocéros, et ben, autant dire que tu fais ta requête sur tes rhinocéros et tu fais un left ou un inner. Il faut se faire des cercles dans la tête, exactement. C'est toujours mieux que des nœuds au cerveau, mais le principe est là, le principe est là. Franchement, il y a peu de cas quand même. Après exactement. Apprends la BDD avec des girafes. Eh oui, eh oui, eh oui. J'espère que vous êtes pas déçus. Ah, dommage, j'ai pas de Sophie la girafe, mais j'ai mon fils qui m'a fait un petit pingouin. Si vous voulez, on peut faire le pingouin. Je suis à peu près sûr que je dois pouvoir trouver un autre animal quelque part. Ah, magnifique. Regardez, j'ai aussi un gorille. Ouais, c'est un gorille de Mario Kart, c'est Donkey Kong. Et on aurait pu le faire avec cela. Ça aurait pu marcher. À plus, Pierre. À bientôt. Repose-toi bien. J'ai pas assez bien écouté à l'école. Joyce, ça, c'est des choses euh, que tu apprends mieux sur YouTube qu'à l'école. Très sincèrement, c'est des petites habitudes à prendre, des petites habitudes mentales à prendre. Mais c'est vrai que moi, j'ai très, très rarement, même à l'école, en fait, j'évitais toujours d'utiliser les jointures côté droit, parce que peut-être que d'ailleurs, c'est peut-être mental, hein, mais j'ai peut-être moins, mécaniquement, mon cerveau, il aime pas faire ce truc de se dire: «Ma table principale, c'est les girafes, mais en fait, je vais pas afficher les girafes, je vais afficher les rhinocéros». Ça a pas de sens dans ma tête. Donc du coup, je préfère partir, de la bonne table, quitte à faire plusieurs requêtes, c'est, plus intéressant. Salut Olivier. Olivier, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois qu'on se croise depuis, je sais plus si c'est 7 ou 8 heures du matin. Tu m'as suivi dans ma journée. Tu es, tu es presque mon coworker, tu vois? Toutes les journées, j'ai bossé et je te voyais sur les différents lives. C'est un petit peu comme si on était dans des bureaux un peu éloignés, mais dans la même boîte. Je trouve ça assez intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc on pourrait rendre évidemment cette requête dynamique. Comment on la rendrait dynamique? Eh bien, je vais utiliser un, integer, donc je peux dire catégorie ID. Je veux qu'une seule catégorie et je pourrais lui dire maintenant, toc, dans ma query, tu vas plus aller chercher le 2 que j'ai forcé à la main, mais tu vas aller chercher catégorie.id. Et donc, si je mets 0, qu'est-ce qui se passe? Ah, il n'est pas content. Mais si je mets 1, il va me remonter tout ce qui est t-shirt, et donc que t-shirt. Donc là, j'en ai 268. Si je mets le 2, je devrais en avoir 277, c'est ça. Si je mets le 3, un peu pareil, j'en ai que 3. De toute façon, j'en ai 309.
On se suit entre ici et DayClick, ouais, carrément. Carrément, carrément. D'ailleurs, c'est dommage, Anto n'est pas passé, ou alors il est en mode lurk ce soir, et donc il ne va pas sortir la tête de l'eau. C'est possible, s'il est présent. Donc, qu'est-ce qu'on a vu pour le moment? On a vu à quoi ça sert de faire des jointures. On a vu comment réaliser des jointures. On a vu comment faire un add-on et à quoi ça sert. On a vu comment euh, enlever les doublons avec la petite fonction unique. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On a fait une petite analogie avec des animaux. Celle-là, elle va rester. C'était moi, j'aurais fait un petit clip. Mais je ne vais pas m'auto-clipper parce que ce sera un peu bizarre. Qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé Evals pour pouvoir faire, euh, pour pouvoir faire une petite concaténation qui nous affiche des données de manière très simpliste. Donc ça, hein, c'est un petit tips. C'est très peu utilisé. J'ai pas vu beaucoup de gens utiliser cette fonctionnalité qui pourtant, je la trouve assez intéressante. Elle est simple, mais ça permet de faire des choses qui sont parfois un peu galères à faire et qui cassent un peu la performance quand on veut les faire en ajoutant des boucles et tout. Alors, la partie authentification. Alors, la partie authentification, c'est pas vraiment difficile à mettre en place. Euh, Est-ce qu'on se lance là-dedans? Écoute, on peut tenter. On peut tenter, on peut tenter. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est partir de la partie authente qui est ici. Parce que concrètement, pourquoi je pars de là? Parce que, en fait, en 2 clics, il m'a fait les tables et les endpoints qui vont bien. Donc, ça m'évite, moi, de devoir les refaire à la main. Surtout que de toute façon, je ferai exactement la même chose. Donc, je clique ici. Non, attends, c'est pas celui-ci. C'est pas celui-ci, c'est pas celui-ci. Alors, attendez, parce à chaque fois, je me gourre. Systématiquement, je me plante. Je ne sais plus c'est lequel qu'il faut utiliser. C'est ça, non? Je ne sais plus. À chaque fois que je dis que je le fais, je me plante. C'est pas un truc que je fais tous les jours. Pas du tout. Ah, j'ai jamais essayé de ça, de faire des recaptcha. Faudrait que j'utilise un de ces quatre. Alors, je sais jamais où ça se trouve. Raté. Marketplace. Starter. Qu'est-ce qu'il y a dans le starter? Je ne sais plus. Password reset. Écoutez, on va ajouter le starter, c'est pas grave. Let's go. J'ai cliqué sur install, je sais plus ce que j'ai fait. Ouais, il y a l'autant de basique dans le starter, tout à fait. Allez, ok, let's go. Alors, ce qu'il m'a fait, il m'a créé donc un groupe d'API. Donc, dans ce groupe d'API, il y a des choses qui ne vont pas nous être utiles. Il y a des choses qui ne vont pas nous être utiles, mais là, tu peux voir qu'il a créé en fait une partie login et authentification sign-up. Donc ça, c'est plutôt ça qui va nous intéresser. Alors, il nous a aussi créé une table d'utilisateurs. Bon, on a une table content aussi, mais pareil, ça ne va pas nous intéresser. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On a 3 utilisateurs qui sont Bob, Steve et James, avec leur adresse email et les mots de passe. Et là, concrètement, tu as déjà une première base utilisable de gestion de tes authentifications. Tu n'as pas besoin de beaucoup plus pour pouvoir démarrer sur l'authentification, en fait. Là, si tu bosses sur WeWeb, ben, concrètement, tu fais un lien avec les endpoints d'API qui sont là et tu peux démarrer, en fait. Tu as besoin de quasiment rien de plus que ça. Tu peux direct démarrer avec ça. Ensuite, pour pouvoir sécuriser tes endpoints, maintenant, comment ça se passe? Donc, tu vas dans la partie API et tu vas dire que, bah, moi, attends, qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? On a bossé sur article.
Et je me dis qu'en fait, la partie article, j'aimerais bien qu'elle ne soit plus accessible à tous. Donc, tu as en fait un petit cadenas ici qui te dit que le endpoint, là, il est public. C'est-à-dire que là, moi, si je te donne mon lien, eh bien, tu peux aller voir ce qu'il y a dans la base, dans ma table article. Maintenant, nous, on va lui dire quoi? On va lui dire que l'authentification, comme on a une table des utilisateurs, en fait, je vais pouvoir aller faire une authentification qui va se baser sur ma table des utilisateurs. Donc là, tu vois, j'ai fait 2 clics, 3 pour appuyer sur le bouton Save. Et là, maintenant, pour pouvoir utiliser mon API, l'utilisateur doit être logué. D'ailleurs, tu vas voir qu'il y a un petit changement d'UX. Là, je vais cliquer sur Run a bug, Run on debug, et j'ai une autre token, un autre token qui est apparu. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que là, si je tente, tu vois, de faire un run sur ma requête, ben, en fait, déjà, je ne peux plus faire un run. Ça marche pas. Donc là, il va falloir que je choisisse l'un de mes utilisateurs. Donc je vais dire là, c'est James. Donc tu vois, j'ai son token, hein, c'est un peu comme les tokens que tu peux retrouver sur différentes applications. C'est la même chose, hein. Et quand je clique sur Run, et ben cette fois-ci, voilà, il m'a sorti ma requête. Donc là, si toi, je te file le endpoint, bah maintenant, toi, tu ne peux plus l'utiliser. Parce que pour pouvoir l'utiliser, il va falloir que tu lui renvoies ce token. Donc ça, c'est un premier, on va dire, premier niveau de sécurité. Qu'est-ce que tu peux faire de plus? On peut... on pourrait se dire aussi... Ah oui, on peut faire d'autres petites choses. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, concrètement, sur la partie authentification, la plupart du temps, je pars sur une fonction que tu appelles comme tu veux. Là, je vais l'appeler. Et donc, dans cette fonction, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais lui dire, toc, je vais y rajouter toutes mes règles de sécurité qui doivent s'appliquer qui sont applicables à toute ma plateforme. Par exemple, moi, je vais dire, je veux que seul un utilisateur qui existe puisse faire une requête. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller faire un get record dans ma base de données de hop, user, et je vais dire que ça doit être lié à mon token. Voilà, je vais faire ça et je vais ensuite mettre une précondition dans laquelle je vais pouvoir dire, bah, en fait, si mon utilisateur est vide, eh bien, ça met une erreur. Alors, unauthorized, c'est une erreur 401 que ça va retourner en disant, bah, en fait, unauthorized. Je mets pas forcément de message clair. Alors ça vient des cours qu'on faisait. On faisait des petits cours de hacking en cours. Et ce que le prof disait à l'époque, c'était moins vos messages sont clairs, mieux c'est. Alors c'est moins bien pour les utilisateurs qui ont des petits bugs, mais concrètement, si jamais il y a un pirate, un hacker qui passe par chez vous, concrètement, bah, si les messages d'erreur sont clairs, bah, il sait ce qu'il a mal fait. Et donc ça l'aiguille dans, bah, dans ce qu'il doit faire pour pouvoir bah, bypasser, contourner vos défenses, on va dire, grosso modo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un hacker, s'il a envie de rentrer dans vos données, il y rentrera. L'objectif est de le ralentir et de plutôt le décourager en l'obligeant à perdre du temps à faire beaucoup de choses. Donc plus il va se faire chier finalement à essayer de passer, moins vous avez de chances qu'il persiste sur votre site. Alors, hop, on pourrait créer des profils, avoir juste le droit de lecture. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Tu pourrais. Je fais endpoint par endpoint. Ah! Ah oui, Joyce, c'est. Ça n'a pas toujours été un réflexe, hein, des fois je le fais pas, mais j'essaie quand même de le faire au maximum. Je crée en fait je crée le plus possible des petites fonctions. Donc là, on fait un get user par exemple et on fait une précondition. Mais typiquement, la seconde étape
qui est utilisable, c'est de se dire, en fait, je vais envoyer à cette, euh, à cette fonction, je vais lui envoyer en paramètre le header qui m'est retourné en fait par la personne qui fait sa demande. Et alors, je vais essayer de le faire là. Euh, je vais pas faire ça comme ça juste pour vous montrer. Euh, pas faire ça comme ça juste pour vous montrer. Je vais faire autre chose. Je vais juste afficher mes articles. Toc. Mince. Évidemment, ici, il attend les utilisateurs. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mince, je n'avais pas affiché les infos de debug. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait quand vous envoyez une requête? Quand vous envoyez une requête, donc vous envoyez en fait toute une, tout un tas d'informations au serveur. Donc, vous envoyez, bon, là j'ai des datas qui sont pas forcément pertinentes et qui, parce que je suis dans le back-office Xano, mais vous envoyez, vous, cette partie-là, votre header, un header, pardon. Et dans ce header, on a différentes infos. Donc, on sait dire que, par exemple, moi, je sais dire que là, alors ça, c'est ce que j'utilise moi, hein, mais je sais dire que, que la requête qui m'a été envoyée, en fait, elle provient de cette URL. Moi, j'aime bien, en plus d'avoir la protection de l'utilisateur du token, j'aime bien me dire, en fait, je ne veux, pour certaines requêtes, hein, ce n'est pas forcément pour toutes, mais je veux être sûr que la personne qui m'envoie une requête, elle me l'envoie euh, à partir de cette origine, à partir de, de cette URL. Donc typiquement, si vous avez un SaaS, eh bien, ce sera le nom, l'URL de votre SaaS qui devrait envoyer cette requête. Alors évidemment, les headers, c'est modifiable, mais ça veut dire que vous êtes tombé déjà sur quelqu'un qui a la connaissance que on est en capacité de modifier les headers, etc., etc. D'ailleurs, vous avez une notion dont on a un tout petit peu parlé avec Ambroise la dernière fois, de fingerprinting, et qui est de se dire que vous êtes capable, en analysant en fait l'ensemble des données qui vont sont remontées par l'utilisateur, de pouvoir retrouver quel est l'utilisateur en question. Et ça, c'est tout à fait faisable. Donc c'est un peu compliqué. Donc ça dépasse même, pour le coup, moi, ça dépasse un peu mes compétences, mais vous pourriez, en fait, pour chaque utilisateur, garder une empreinte en fait, de son navigateur. Donc là, vous avez plein d'infos, hein. Vous savez, vous avez le user agent, vous avez euh, tout un tas d'informations qui peuvent être utiles et pertinentes et qui peuvent vous permettre de dire, bah, OK, je sais que l'utilisateur qui va se connecter avec telle ou telle data, eh bien, c'est telle ou telle personne, parce qu'il se connecte toujours avec la même empreinte. Voilà, c'est des petites choses qui sont faisables et qui vous permettent de sécuriser un cran au-dessus vos applications. Encore une fois, ce n'est pas forcément obligatoire, ça dépend de ce que vous faites dans les applis, mais c'est nécessaire. D'ailleurs, je crois, Joy, si je ne dis pas de bêtises, n'hésite pas à me corriger, mais je crois que tu en avais parlé de ça, de filtrer sur le domaine, quand tu avais parlé de sécuriser les API. J'ai trouvé ça intéressant que tu en parles, parce que je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui soit très connu aujourd'hui dans le milieu du no-code, alors que c'est quand même très connu dans le milieu du développement. Dans le milieu du dev, d'ailleurs, très souvent, on a ce qu'on appelle des whitelists ou des blacklists. Et on whitelist ou blacklist des domaines entiers, des plages d'IP entières, pardon, et ça permet de sécuriser un maximum les différentes top, je me souviens. Et ça permet de sécuriser au maximum les échanges qu'il y a avec l'extérieur. Et même malgré ça, les boîtes réussissent quand même à se faire hacker. Donc il n'y a pas de sécurité 100%, c'est impossible d'avoir une appli qui est parfaitement sécure. Jérôme, du coup, alors, ce que tu voulais faire, c'est créer des profils. Donc, pour créer des profils, tu as plusieurs possibilités. Quand tu crées un utilisateur, tu peux
lui rajouter des données, en fait, dans son compte utilisateur. Alors, hop, moi, c'est pas du tout ce que je fais. Alors, je suis obligé de regarder. Moi, je ne fais pas ça. Enfin, en tout cas, je passe pas par cette méthode-là. Je sais plus du tout comment on fait, mais tu as une partie, je sais plus où c'est, tu as une partie extra, voilà, ici, où tu peux ajouter en fait des données complémentaires. Donc ici, tu pourrais totalement lui ajouter un rôle et dire, bah, en fait, cet utilisateur, c'est un viewer, c'est un éditeur, c'est un admin, peu importe. Donc ça, c'est une partie, c'est-à-dire que la clé de token que tu génères va porter cette info de rôle pour l'utilisateur. C'est une possibilité, c'est ni mieux ni moins bien qu'une autre, c'est l'une des possibilités qui s'offre à toi. Tu peux donc le faire au travers de ta table et donc dire, bah, ici, tu vois, là, on a un champ rôle et dire, bah, moi, je peux récupérer le rôle au travers de cette table directement. Alors, moi je suis pas super fan pour le coup de cette méthode-là. Moi, ce que je préfère faire, c'est concrètement, je vais le faire là. Une façon de prendre en rose. Bon, ça, on s'en fiche, peu importe, on met ça n'importe où. Je vais avoir une table de rôle. Rôle underscore. Mince. C'est pas grave. Hop, juste ça, on va le virer. Voilà. Et dans mon role name, je vais avoir viewer, editor, admin. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est donc faire un lien. Alors, il y a deux choses, hein. Si un utilisateur ne peut avoir qu'un rôle, bon, on peut directement faire une référence à la table rôle. Alors, moi, je préfère avoir des tables, hein, parce que les tables, on peut les gérer correctement. Je vais vous expliquer après pourquoi je dis ça. Donc voilà, là, j'ai lié mon utilisateur Bob, je sais qu'il est admin. Steve, je sais qu'il est éditeur. Et James, je sais qu'il est viewer. Alors, hop, je me demande si Superbase recommande la création d'une table profil. Et c'est parce que la table du user n'est pas publique du tout. Ok. Ben ouais, mais moi je préfère pareil, hein, avoir une table. C'est mieux, c'est plus pilotable. C'est plus pilotable, c'est plus intéressant, concrètement. Euh, donc, si vos utilisateurs n'ont qu'un rôle, pardon, je recommence, on peut mettre ce rôle directement dans une référence à la table, dans la table user. Voilà. Si vos utilisateurs ils peuvent avoir plusieurs rôles, il peut être intéressant en fait de faire ce qu'on appelle une table de jointure. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller dire, c'est un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec les jointures, mais je vais dire, je veux faire une table qui va lier les users et les rôles. Hop. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire un truc qui est totalement contre-intuitif pour la quasi-totalité des personnes qui n'ont pas fait de base de données à l'école ou dans leur milieu pro. Je vais dire, en fait, je vais lier mes utilisateurs par leur identifiant et les rôles par leur identifiant. Donc ici, je vais dire Bob, le numéro 1, il a le rôle éditeur. Mais ça peut être le rôle éditeur, je dis une bêtise. On peut avoir, je sais pas, sur les différents articles, par exemple. Non, catégorie, pardon. C'est pas ça que je voulais faire. Toc. Je peux dire que en fait, sur chaque catégorie, mes utilisateurs ils peuvent avoir des rôles différents. Donc, Bob, il est éditeur sur les robes. Bob, il est admin sur les t-shirts. Et c'est tout. Il n'est même pas viewer sur les jeans. Et pareil, je peux dire, bah, James, il est admin sur les robes. Il est admin sur le t-shirt. Et il sera aussi admin sur les jeans.
Ah, et donc ça vous permet d'avoir pour et un seul utilisateur plusieurs rôles. Voilà. Et là, c'est là où vient toute la force des add-ons et des tables de jointure, parce que dans votre front, vous allez pouvoir dire, mais en fait, typiquement, si un utilisateur est juste un viewer, eh bien, vous allez potentiellement, ça dépend de votre front, évidemment, mais vous allez pouvoir lui dire, mais en fait, le bouton, par exemple, filtrer, eh ben, je lui mets une condition, et si l'utilisateur n'est pas admin ou éditeur, eh ben, il ne peut pas voir ce bouton. Et donc, ça transforme finalement ça peut transformer votre front et mettre des conditions relativement poussées et sécurisées pour que les utilisateurs ne puissent pas faire plus d'actions que leurs droits leur en donnent. Voilà, est-ce que j'ai répondu? Ouais, ok, merci. Très bien, très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Là, ça fait déjà une heure tout pile qu'on discute ensemble. Je peux encore rester un petit peu, pas de souci. Ah, à bientôt, Joyce. C'est très cool de ta part d'être passé. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Je pense qu'on a couvert tous les sujets que je voulais aborder avec vous ce soir. Donc, si c'est tout, si vous n'avez pas forcément de questions, je vais vous libérer pour que vous puissiez vaquer tranquillement à vos occupations. Ok. Eh bien, écoutez, merci d'être resté. On était à peu près pas loin de 10, entre 7 et 10. Ce soir, c'est plutôt pas mal. On est dans la moyenne. C'était top de voir les jointures. Eh ben, écoute, super, super Jérôme. J'espère que tu pourras reproduire ça, que ce soit dans Airtable, parce que ça marche pareil hein, dans Airtable, où tu peux aussi refaire ce mécanisme, même si c'est moins pertinent quand même sur cet outil, hein, parce que comme je le dis dans la plupart des lives, Airtable vous force à ne pas utiliser les bonnes pratiques des bases de données. Mais bon, c'est comme ça, l'outil est quand même très puissant et permet de faire beaucoup de choses mais c'est quand même assez éloigné des bonnes pratiques aujourd'hui des bases de données. Même si vous pouvez quand même faire ces tables de jointure, évidemment. Super, et bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne soirée. C'était le quatrième live, la base des bases de données. J'espère vous voir pour le prochain. Et je vous dis à la semaine prochaine, j'espère. Certainement encore que je vous préviendrai une minute à l'avance. Portez-vous bien. Et puis on se revoit sur le prochain live. Je crois que le prochain live, c'est demain midi certainement. Je vérifie l'agenda pour ne pas dire de bêtises. Oula. Ouais, demain midi, on a le live IA. On a Softer avec Arthur aussi. Et on a certainement Pierre avec son live sur Bubble de 16 à 18. Incroyable. Donc midi, 14h, on a des lives le midi. Donc, sur la période entre midi et 2. Et de 16h à 18h avec Pierre. Merci beaucoup d'être passé. Bonne soirée à tous. Et moi, je vais aller bosser malheureusement. Il me reste encore des petites choses à faire. Allez, salut! Comme d'hab, je vais galérer encore à trouver le générique de fin. Voilà, nickel. Allez, ciao.